Fait que, tu sais, j'étais tellement fier, j'avais tellement le goût de diffuser un peu ce succès-là autour de moi, dans ma communauté tech, et entrepreneur, mais en général, tu sais. Juste par besoin de reconnaissance. Oui, man, toutes les fucking profs qui pensaient que j'allais finir, je sais pas, man, en rue ou en prison, ou toutes les filles pis les gars qui trouvaient que j'étais fuck all, pas assez équilibré, whatever, quand j'étais jeune, j'étais comme, man, fuck, I made it, genre, checkez-moi, tu sais. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier GD, bienvenue à Passionné saison 3. Rebienvenue à Passionné, merci d'être de retour. C'est toujours un plaisir de te voir à l'écoute à chaque semaine. Je l'apprécie énormément. Avant de commencer, je veux t'informer, si tu es à l'écoute sur Spotify, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée pendant l'enregistrement de cette saison-ci, où tu peux maintenant commenter les épisodes directement sur Spotify. C'est une fonctionnalité qui n'était pas disponible avant. Il y a eu pendant un moment du Q&A, mais c'était pas terrible. Là, maintenant, c'est exactement comme sur YouTube. Tu peux laisser un commentaire. Donc, il y a juste si tu es sur Apple Podcast que tu n'es pas disponible en ce moment, à moins que la fonctionnalité sorte d'ici à ce que cet épisode soit publié. Puis j'ai le goût qu'on la teste ensemble. Alors, si tu es sur Spotify ou sur YouTube, ben laisse-moi un commentaire qui me dit à quel moment de la semaine tu m'écoutes en ce moment. Je suis vraiment curieux de le savoir. Puis si tu es sur Apple Podcast, ben c'est pas grave, on va le tester quand même. Écris-moi sur Instagram en privé. Le lien est en description de l'épisode. Aujourd'hui, on reçoit un gars qui a bâti on peut appeler ça un empire du monde de la tech, je pense. J'en dis pas plus. Juste avant, je veux te mentionner qu'encore une fois, l'épisode est enregistré chez On est Live Studio à Québec. C'est un super bel endroit pour enregistrer un podcast, pour un webinaire, pour un photoshoot. Donc, peu importe si tu as ces besoins-là avec ton entreprise en images. Moi, ça fait 6 mois que j'enregistre mon podcast ici et si j'ai toujours eu un service exceptionnel, dis-leur à Will et à Serge que c'est moi qui t'envoie et visite onest.live. François Lantier-Nadeau, tu es fondateur de Ça se passe, une communauté et plateforme de contenu pour fondateurs et professionnels SaaS au Québec. Tu es aussi ex-CEO chez Snipcart, c'est bien ça? Une startup qui a été vendue à Douda en 2021. Merci d'avoir accepté mon invitation d'être invité sur Passionné. Ça me fait plaisir, mon gars. Évidemment, ben toi, avec toi, on va parler de SaaS et de technologie en général. Surtout grâce à Ça se passe, que c'est ça sur laquelle tu as basé ce que tu fais présentement, surtout. Mais ça, c'est une question que tu dois recevoir 46 fois par jour au minimum. Je pense que c'est important quand même de l'adresser au départ. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un SaaS, tu peux-tu l'expliquer? Ouais. SaaS, c'est un acronyme qui veut dire Software as a Service. Puis pour les gens qui sont peut-être moins technophiles, là, pensez à un Trello ou une application web, un produit numérique qui est accessible sur votre browser, sur votre navigateur ou sur souvent votre mobile. Et puis souvent, le modèle d'affaires d'un SaaS, ça va être une récurrence, un paiement récurrent. Tu sais, pensez peut-être à un Netflix ou même un Spotify dont tu parlais plus tôt, pour lequel tu payes. C'est sûr qu'il y a beaucoup Pour de les entrepreneurs, un QuickBooks aussi? 100%. QuickBooks online, là. Ouais. Parce qu'avant, tu pouvais juste le runner Avoir local, ouais. télécharger. Mais, fait quoi, il y en a un paquet, là. Puis moi, la définition que j'ai, là, c'est est-ce que c'est du logiciel? Est-ce que c'est distribué via le cloud? C'est-à-dire que c'est pas installé localement, téléchargé localement, ça roule dans le cloud. Est-ce que les gens payent pour y avoir accès? Puis est-ce qu'ils payent sur une base récurrente? Fait qu'il y a une mensualité ou des annualités? Je sais pas si c'est le bon mot. Mais donc, il faut que ce soit récurrent, de ce que je comprends. Tu peux pas... Oui, tu sais, moi pour inviter du monde sur mon pod, je me dis, si ça coche 3 de ces 4 trucs-là que j'ai dit, c'est good enough. Mais c'est la beauté du SaaS, c'est que ton revenu, il est très prévisible, right? Fait que pour ton cash flow, tes flux de trésorerie, je sais pas comment dire, ça te permet de... Il y a une carte de crédit qui rentre associée à un account. Chaque mois est billé, cette carte de crédit-là. Tu as des métriques sur à peu près quand est-ce que le monde parte, la valeur lifetime value qu'on dit souvent. La valeur qu'un client va avoir en moyenne. La valeur à long terme. C'est ça, avant qu'il churn. Fait que c'est très, très, très prévisible. Fait que c'est un super beau modèle d'affaires. Oui, absolument. Puis c'est là-dessus que tu fais l'essentiel de tes activités aujourd'hui sur parler de ça maintenant. Mais avant d'en parler beaucoup, t'en as eu un, comme j'ai mentionné. En fait, je suis curieux, même avant ton premier qui était Snipcart,
C'est quoi qui t'a amené là, en fait? Ouais. À l'université, j'ai fait communication, rédaction, multimédia à Sherbrooke. OK. Puis là, c'était un programme coop. Fait que tu pouvais cruncher à travers différents stages, là, payé, puis tout ça. Fait que c'est cool parce que tu testes un peu les autres du marché de l'emploi. Tu vois ce qui marche, ce qui marche pas. Puis moi, les stages, man, qui étaient comme offerts par le service de placement de stage, ça me pesait, là, genre, ça m'intéressait pas du tout. OK. Fait que j'ai dit... Pourquoi? C'était dans deux choses. Juste la nature, je pense, des industries ou des compagnies qui étaient souvent, pour moi, du moins, un petit peu plus boring, ennuyeuses, juste trop grosses, là. Puis il y avait cet aspect-là qui me gossait. Puis aussi, tout le phénomène de course des stages, là, que bon, tout le monde voulait le gros stage chez, je sais plus si c'était Bombardier ou whatever. Puis j'étais comme, man, j'ai pas envie de compétitionner avec du monde qui partage pas nécessairement mes intérêts, mes ambitions pour des stages que je sais même pas si ça m'intéresse. Fait que j'avais dit à la fille de placement des stages, elle dit, yo, je peux-tu trouver mes propres stages? Puis elle a dit, oui, il faut juste que je les approuve. Fait que je m'étais comme reviré de bord. J'avais trouvé une petite boîte de design de site web puis de design tout court qui s'appelait Option, Agence Option. Puis c'était un pote, pas très proche, mais un pote de secondaire qui avait lancé ça. Puis j'étais comme, hey man, je suis capable d'écrire en français puis en anglais. Si tu veux vendre des médias sociaux ou vendre du copywriting, de la rédaction pour des sites web, je pense que je pourrais peut-être le faire. Puis il m'a donné ma chance. Fait que j'ai fait mes 2 premiers stages dans cette boîte-là à Québec. Puis ça m'a comme vraiment allumé sur la tech puis Internet en général. Le marketing sur Internet, entre autres. Puis c'est là la première fois que j'ai eu de la proximité avec des programmeurs puis des designers web, puis j'ai vraiment trippé sur ce côté-là. De voir, mettons, comment ils allaient modifier le CMS, comment ils changeaient le front-end, comment ils géraient un petit peu les différentes intégrations sur, je pense que c'était WordPress qu'ils utilisaient à l'époque. Puis j'ai vraiment, vraiment trippé, mais je me suis dit, d'après moi, si j'allais dans un endroit où est-ce qu'ils font pas juste, mettons, des sites web, mais qui font des applications web, donc vraiment du développement logiciel, puis pas juste du développement web un petit peu plus lightweight, accompagné de marketing web. Tu veux un projet un peu plus en profondeur. Ouais. Okay. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait dans comprendre comment tous ces produits numériques-là qu'on utilise, genre que ce soit sur mobile ou sur le navigateur, comment sont construits, comment tu les commercialises. Fait que ce côté-là m'intéressait. Puis au départ, Snipcart, j'avais aucune idée de c'était quoi. C'est Georges Saad, qui était le cofondateur de Spectrum, une agence web à Québec. Lui, il est passé un coup de vent à l'agence Option où moi j'étais. Puis il a comme pitché Snipcart, qui était un produit numérique, une solution de commerce en ligne pour programmeurs web. Puis il a dit, hey, on a développé ça parce que nous, on avait ce besoin-là à l'interne, pouvoir facilement ajouter du e-commerce sur n'importe quel site. Fait que si vous, agence Option, vous en avez besoin, n'hésitez pas. Il leur a fait comme un pitch. C'est comme ça que j'ai découvert Spectrum. Puis eux développaient vraiment du logiciel, donc des applications à vocation commerciale ou pour des plus grosses entreprises, puis tout ça. Fait que c'est de la programmation un petit peu plus hardcore, un petit peu plus avancée. J'étais comme, ça m'intéresse. Le truc de Snipcart, j'étais, je sais pas, ça a l'air cool, mais je comprends pas c'est quoi. Puis finalement, j'ai appliqué là pour juste me frotter plus à un milieu puis du monde technique qui m'intimidait un petit peu. Parce que je me disais, si je le fais pas là, me connaissant, j'ai un peu de difficulté avec l'adversité, je suis quand même paresseux. Fait que si je le fais pas là dans ma carrière alors que c'est low risk, je le ferai jamais. Fait que j'ai décidé d'appliquer là, puis c'est en rentrant chez Spectrum qu'ils m'ont dit on aimerait ça que tu te concentres sur essayer de croître le trafic de notre produit numérique, de notre app qui s'appelle Snipcart. Puis c'est comme de même, mais si je comprends bien, quand tu es arrivé chez Spectrum, toi-même, tu n'étais pas exactement clair sur pourquoi, sur c'était quoi. Ouais. Snipcart, c'est juste ça t'attirait parce que c'était du développement un peu plus en profondeur. Exact. Ça m'attirait parce que ça impliquait une forme de chose qui m'intimidait un petit peu. C'est-à-dire, genre, ça me faisait sentir comme si je n'étais pas le smartest guy in the room. C'est vraiment important, ça, pour moi. Puis je me disais que ça serait bon pour moi d'en apprendre plus sur comment les produits qu'on accède via Internet, non seulement ils sont développés, mais aussi comment ils sont commercialisés ou comment ils sont vendus à des clients. Mais ouais, pour répondre à ta question, genre, la première fin de semaine, après que j'ai accepté le stage chez Spectrum/Snipcart, il m'avait dit de lire la documentation technique. Puis je me rappelle, j'avais passé cette fin de semaine-là à dire à mon coloc à l'époque, genre, dude, quel mauvais choix, là, genre, je comprends, sweet, fuck all, man, genre, tu sais, HTML, JavaScript, front-end, client-side,
j'étais là, dude, genre, je m'en sortirais pas, là. Parce que juste pour bien comprendre, c'est que quand toi, t'es arrivé chez Option, qui est le stage de départ, euh, si j'ai bien compris, tu t'enlignais plus vers la communication puis le marketing. Ouais, disons, Fait que marketing toi, la numérique. technologie, ça t'attirait, mais tu connaissais pas ça. T'avais pas étudié là-dedans. Zéro pin bar, dude. Ok. Ça, en com, tu sais, on avait, je pense, un cours de... avec Dreamweaver, je sais plus même pas c'était quoi, pour montrer comment faire un site web en HTML, CSS. Mais c'était Basic de chez Basic, là, puis j'étais nul, honnêtement, genre, ça m'attirait Ok. pas plus qu'il faut. Mais c'est vraiment le pairing, puis travailler avec des programmeurs sur un site web, puis voir, OK, eux, ils ont l'input technique, puis ils me disent ce qui est faisable, ce qui est pas faisable. Puis moi, j'ai l'input stratégique, créatif, vraiment plus marketing, puis on crée Ok. comme un produit ensemble là-dessus. Ça m'a fait triper le Ok. big time. Parce Je que comprends. eux, ils m'apprenaient des trucs, moi, je leur apprenais des trucs. Fait que j'ai bien aimé cette dynamique-là. Ouais. T'as dit aussi, j'ai accroché sur cette phrase-là, que pour toi, c'était important que tu ne sois pas le smartest guy in the room. Ouais. Si j'ai bien compris. Pourquoi? Parce que, comme je disais, quand j'ai vécu des choses qui étaient lourdes en adversité ou très difficiles, puis qui venaient pas facilement pour moi, j'ai souvent eu le réflexe dans ma vie, pour plusieurs raisons, de comme soit dénigrer ces choses-là ou faire comme si c'était pas importante, ou juste de m'enfuir puis de les éviter, ces choses-là. Fait que tu sais, là j'étais un jeune adulte, là, je devais être dans début vingtaine, I guess. Je savais ça, puis je me disais que je pouvais pas traîner ce réflexe-là un peu mauvais de toujours vouloir m'effacer des choses difficiles pour moi à long terme dans ma carrière. Fait que je me suis dit, ben, en étant justement pas le smartest guy in the room, mais en étant le best guy in the room pour du marketing, je vais comme avoir le meilleur des deux mondes. OK. Eux vont être capables de me respecter, de me valoriser, fait que mon ego sera pas trop genre compromis, genre puis challengé. Mais moi, je vais être capable, genre, d'apprendre, mais je serai pas en directe compétition avec ce monde-là. Fait que, I guess que c'est un mix de vouloir de l'adversité, mais pas trop, vouloir me challenger, puis pas trop, mais aussi juste de curiosité intellectuelle, d'autres, genre, ça m'intéressait foncièrement. OK, je comprends. Puis comment, à partir de ce moment-là, que tu rentres chez Snipcart, tu comprends pas vraiment c'est quoi le produit, mais il faut que tu le bâtisses. Ouais. Puis t'as fini par être CEO de ce Ah, produit-là. je suis à ça, ouais. Comment, comment ça s'est passé? Comment ça a évolué? Dude, il y a eu beaucoup de chance, mais la réponse courte, c'est j'ai j'ai vraiment apprivoisé le fait que j'étais nul en tech, puis je me suis dit, OK, mais comment tu fais pour t'améliorer, pour mieux comprendre le produit? Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait créé une solution de commerce en ligne qui s'adressait à des programmeurs. Fait que tu peux pas vendre à des programmeurs en étant un genre de haut niveau marketeur un peu bullshit en surface. Les programmeurs, ça détecte la bullshit, ça creuse, c'est super autonome, ça va aller voir dans les détails. Fait que j'avais pas le choix d'apprendre à parler le langage des programmeurs. Fait que je faisais des trucs, là, mettons, j'appelais ça la minute noob. Puis là, je disais, il y avait des jokes sur Slack que je comprenais pas. Puis là, je me disais, OK, au moins une fois par jour, j'ai le droit de faire une minute noob, les gars, c'est bon, OK. Minute noob, c'est quoi un API, un API, genre, what the fuck is that, comment ça marche? Puis je comprenais pas, là, puis je me cassais la tête dessus. Je dis, non, réexplique-moi là. Je prenais des notes. Puis tu sais, j'apprivoisais un peu le langage technique. Puis ce qui était cool, c'est que je vendais au même genre de gens avec qui je travaillais. Fait que si j'avais une idée, mettons, d'un canal marketing ou d'un blog post ou d'une pub à faire, je faisais yo, trouves-tu que c'est de la merde, ça? Ton Genre, client ouais. type, il était là, il était juste au Exact. bureau à côté de toi. On OK. faisait ce qu'on appelle du dog fooding. Fait que c'est notre propre problème qu'on a réglé dans une solution qu'on a décidé de commercialiser. Je comprends. On étant les programmeurs aussi. Ouais. Puis, fait que, réponse pas très courte finalement. C'est correct, on est là pour ça. Puis au final, je suis juste tombé en amour avec cette relation-là avec les programmeurs, avec voir, mettons, les cycles d'itération de hey, on a une idée pour une fonctionnalité, elle est discutée dans un meeting quelconque, elle est déchiffrée ou expliquée dans un outil de gestion de projet quelconque. Ensuite, il y a des programmeurs qui codent des lignes, qui écrivent des lignes de code. Ensuite, tu as un programmeur ou designer qui te fait les maquettes pour ça. Puis là, tout ça prend forme, puis c'est disponible dans une application web. Puis là, moi, après ça, c'est ma job de vendre cette fonctionnalité-là, de la commercialiser, de la contextualiser. Il y a comme... Je suis vraiment tombé en amour avec ce milieu-là, de façon générale, mettons. OK, je comprends. Là,
encore une fois, tu as ouvert une porte, il faut que je jump dedans, right in, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont accroché sur la même affaire que moi. Tu as parlé de ta Minute Noob, puis tu as parlé d'un API. Fait que là, on va faire la Minute Noob. C'est quoi un API pour ceux qui l'ont entendu? Parce que moi, même, je te pose la question surtout parce que ces 3 lettres-là, API, je les vois souvent. Je sais à peu près ce que c'est. Mais je suis pas exactement certain que je le sais. Fait que si c'est mon cas, il y a sûrement plein d'autres personnes qui se le demandent aussi. Alright, check ça. On va essayer de faire un exemple concret qui va fitter pour ton audience. Fait que ton audience, ils distribuent leur contenu, right? Les gens qui créent du multimédia, du podcast, ils distribuent ça via Spotify. Probablement qu'ils ont aussi des plateformes plus marketing, social, genre LinkedIn, mettons. Ouais. Nous, avec ça se passe, on est gros sur LinkedIn. OK. L'API de LinkedIn, c'est un ensemble de codes de communication pour extraire ou envoyer de l'information entre 2 plateformes. Fait que mettons que tu prends, un outil d'analytics. Là, nous, on utilise Looker Studio, qui était Google Data Studio avant. Puis que tu dis, hey, moi, là, j'ai besoin, dans la base de données qui est en arrière de ça, ou dans un Google Sheet, ou direct là-dedans, peu importe, j'ai besoin d'aller chercher de l'information qui vient de la plateforme LinkedIn. Bien, l'API, c'est la couche de communication puis d'interaction qui va te permettre de dire, à partir de mon application A, si je communique avec tel code, que je demande, mettons, des requêtes ou je demande telle information puis je le structure de telle manière, bien, LinkedIn, via cette API-là, va pouvoir m'envoyer cette information-là. Fait que c'est genre des codes de communication, un langage de communication entre différentes applications web ou pas web, là. Fait que c'est comme une colle d'intégration. Il faut vraiment voir ça comme des ponts, des manières que la data circule entre différentes... C'est comme quasiment une ligne de code qui permet de construire un pont entre 2 applications qu'on utilise. Oui, ils appellent ça, mettons, souvent pour avoir la donnée que tu veux d'une application B, puis la faire rentrer dans ton application A, tu vas faire ce qu'ils appellent souvent des API calls. Fait que ça, c'est vraiment genre des lignes de code qui peuvent rouler puis dire, pigner, mettons, l'application B, puis dire, hey, j'ai besoin pour revenir à un exemple concret, j'ai besoin que tu m'envoies tous les titres de profession des gens qui me suivent sur LinkedIn. OK? Fait que pour ça, tu fais des appels à l'API XYZ. Puis là, lui, il reçoit ta requête, elle est bien formatée. Fait que, OK, bon, ben parfait. Ben, est-ce que ce user-là ou cet agent-là a l'authentification pour avoir cette information-là? Boum, 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 il te repasse l'information. Puis toi, tu reçois ça dans différents formats. Là, ça peut être JSON, CSV, le rendu là. Non, ça devient très technique. Puis moi, tout, je suis... Même toi, tu te perds là-dedans. J'étais plus technique dans mes premières années parce que j'étais de même avec des devs. Ouais. Puis là, quand je suis devenu plus genre product, après ça, CEO, tout ça, product owner, CEO, ben, je me suis comme vraiment plus tassé. Puis c'était plus moi qui faisais le marketing. Fait que je me suis un peu plus... Je suis moins technique que j'étais. Tout ça pour dire ça. Fait que s'il y a des devs qui écoutent, ils sont comme... What a shit explication de l'API. Vous m'excuserez, là, mais genre... Je pense que colle et pont entre de données en différentes applications, c'est quand même pas vrai. Ouais, je pense que tu as fait une belle explication générale pour permettre à tout le monde de comprendre un peu. Mais surtout ceux qui comprenaient pas. Puis ceux qui comprenaient, ben, au pire, ils rient. Puis tu sais, ben, un use case, on manque tellement de tooling d'analytics en podcast, là, c'est fou. Là, oui, genre, c'est dégueulasse. Il y a une obscurité, genre, sur ce qui se passe vraiment, les gens qui consomment notre contenu, quand, comment ils le consomment, etc. Tu sais, t'as fait un call to action au début que t'étais là, yo, dites-moi le donc, genre, c'est quand en semaine qu'il faut consommer le content. Puis, il n'y a pas vraiment d'outils qui rassemblent tout ça. Fait que nous, ce qu'on fait, mettons, j'ai un gars qui est en business intelligence, puis en analyse de données, qui est un ami à moi, puis il m'aide. Puis, fait qu'on se plug sur l'API de Meta. On se plug sur l'API de LinkedIn. Après ça, même chose pour YouTube. Même chose pour Spotify for Podcasters, c'est vraiment plus complexe, là, réussir à avoir accès à l'API. Fait qu'on fait des exports de données, puis après ça, on les remet. Puis on remange toute cette donnée-là, là, puis on la met dans des beaux tableaux sur Looker. Fait que moi, je peux savoir, là, l'épisode au total, il y a eu combien de views, mettons. Tu peux avoir tout le YouTube, data qu'on plus aimerait Spotify, avoir. Plus Apple Podcasts, tout combiné, mettons. Je peux voir le reach sur LinkedIn. L'audience sur LinkedIn, c'est qui? Si tu donnes des grosses compagnies, si tu dis monde qui sont dans telle industrie, tel genre de profession. Fait que tu sais, c'est méga valuable parce que moi, la donnée de mon audience, mes partenaires annuels qui payent pour avoir de la visibilité et du contenu custom avec ça se passe, ils veulent savoir à qui ils parlent et de quel genre de monde c'est. Ben oui.
Ouais, je l'achèterais, cet outil-là. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels avant n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom, ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. On va revenir au trajet que tu as fait. Yes, sir. Fait que tu arrives chez Snipcart, surtout au marketing, aux communications, Ouais. tu montes les échelons, tu as dit product owner, puis après ça, tu es allé CEO. Puis là, soudainement, la boîte est vendue. Ouais, exact. Non, grosso modo, dans le fond, ma première job, ça a été trouve un canal d'acquisition qui fonctionne puis qui coûte moins cher que ce qu'il rapporte. Ça, j'ai réussi à le faire via du marketing de contenu puis du SEO, fait optimisation pour les moteurs de recherche, référencement organique. Fait qu'on créait du contenu de blog, grosso modo, qui attirait des devs, ils découvraient notre marque, notre produit, éventuellement ils l'utilisaient, ils payaient pour. OK? Fait que j'ai buildé une machine d'acquisition. Ensuite, j'ai engagé des gens pour gérer cette machine d'acquisition-là. Ensuite, j'ai construit un flow de développement où je me suis attardé à la gestion de produits numériques. Fait que, hey, comment est-ce qu'on priorise nos fonctionnalités? Comment est-ce qu'on les développe? Pourquoi on décide de faire L avant L? On utilise-tu du feedback de clients? Blablabla. Bla, bla, bla. Fait que j'ai structuré nos efforts de développement web chez Snipcart. Puis ensuite, c'est là que, OK, j'avais fait beaucoup de choses, puis là, il manquait vraiment de leadership comme à la tête de l'entreprise parce que 2 des 4 partenaires étaient plus en dehors des opérations. Lui qui était là était moins manager-leader que moi, fait que ça faisait du sens que je prenne ce rôle-là. J'ai négocié plus d'actions. Puis là, j'ai dit, OK, j'y vais all-in, je gère la compagnie. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi à peu près. Là, la COVID arrive. Là, il y a des offres d'acquisition, de merger and acquisition, de fusion, qui commencent à arriver dans notre Parce que email. s'il y a un domaine qui n'a pas tant ralenti que ça pendant la COVID, c'est vraiment la tech. C'est la tech, en Puis plus les SaaS. le commerce en ligne. Ouais. Parce que nous, vraiment, c'était un logiciel pour vendre en ligne. Puis le e-commerce, ça a boomé là, vraiment pendant la COVID. Puis en plus, comme tu dis, dans le monde des SaaS puis des startup tech en général, il y avait beaucoup de capital puis d'investissement qui était fait à ce moment-là. Fait que tu avais des plus grosses compagnies qui faisaient de la croissance par acquisition puis qui étaient un petit peu comme affamées puis vraiment prêtes à acquérir des plus petits joueurs. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'on a été approché par Douda pour se faire acheter, pour notre technologie, pour notre talent, mais aussi pour notre book, c'est-à-dire nos revenus. On faisait 1,1 ou 1,2 million USD en revenus annuels récurrents. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils font ça chaque année après, fait que ça réduit la charge financière d'acheter pour X millions. Ouais, OK, je comprends. Puis, donc, une fois que c'est vendu, Ouais. là, toi, en tant que CEO, tu avais des parts, j'imagine que tu as eu un chèque à embarquer. Puis, après ça, OK, c'est cool, j'ai un chèque, mais t'avais-tu un plan de qu'est-ce que je fais après ou c'est juste j'attends que le chèque est prise? C'était quoi le... Ouais, souvent, là, dans des M&A, merger and acquisition comme ça, tu as certains des partenaires ou des fondateurs qui vont être attachés à la compagnie qui achète par ce qu'on appelle un earn-out. Fait que ça, c'est une période de temps qui est souvent jumelée avec des objectifs à atteindre pour aller chercher une partie de la valeur du deal. OK? Fait que ça, on avait négocié ça très, très, très fort pour être le moins attaché possible à l'acheteur. Entre autres parce qu'on voulait pouvoir punch out puis faire autre chose si jamais on n'aimait pas les défis et la culture après une couple d'années. Ouais. Puis on voulait se dérisquer, c'est-à-dire avoir la majorité de notre argent en cash jour 1, puis une minorité de notre argent qui est en action de la compagnie qui t'achète puis qui rentre à chaque genre 3 mois pendant 3 ans. Pour nous, c'était ça. Okay. Fait que tu sais, moi, je suis resté 1 an et demi chez Douda. Après qu'on a été acheté, j'ai géré la transition. J'étais allé en Israël, j'étais allé au Colorado. J'ai doublé l'équipe parce qu'on avait besoin de plus de manpower, de firepower. T'es-tu allé vivre en Israël puis au Colorado ou t'as juste fait des voyages d'affaires pour travailler avec les équipes là-bas? Fun fact, j'ai vécu au Colorado pour l'université, pour finir l'université, mais là, c'était juste des voyages d'affaires. Fait que j'étais allé 2 fois en Israël, 1 fois au Colorado. OK. Puis, thank God que j'avais pas eu à vivre en Israël. Ouais, mettons qu'en ce pour moment... plusieurs raisons. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai fait 1 an et demi.
Puis honnêtement, ça allait bien. Ils m'offraient des promotions, des rôles puis des défis vraiment hot, comme être VP dans cette compagnie-là. Mais j'ai pas réussi, man. J'ai genre fail pour plusieurs raisons. OK. Je manquais d'énergie. Le 7 mois de négociations intenses entre nous, les partenaires, puis entre l'acheteur, pendant la COVID, isolé, remote, différentes time zones, ça a été vraiment, vraiment, vraiment tough psychologiquement, mettons. J'en doute Puis pas. j'avais pas récupéré 100%. Fait que je pense que je manquais d'énergie puis aussi d'expérience. Genre, être VP dans une compagnie qui est distribuée à travers les fuseaux horaires, à travers les cultures, les pays, les langues, c'est vraiment plus complexe qu'être le CEO d'une petite boîte de Québec, mettons. Ouais. Fait que ces choses-là ont fait que j'ai comme failé en 4 ou 5 Ok. mois. Puis j'ai dit aux propriétaires, les cofondateurs de Douda, j'ai dit, les boys, je vous aime, puis tout, mais comme, je suis pas heureux, je travaille 60 heures semaine, je suis sur le bord du burn-out, c'est même plus ma compagnie, j'ai déjà fait la majorité de mon argent. Tu sais, faites-moi une démotion, puis laissez-moi être contributeur individuel ou petit gestionnaire de plus mon équipe. Puis ils l'ont fait, ils ont été super classy. Puis, mais moi, Ça a-tu été difficile de leur vendre l'idée à la base, de faire comme... Je suis une part très importante de la compagnie, fait comme, you know what? Je vous laisse aller, moi je vais rester ici. il était déçu parce que je pense qu'il y a une bonne partie de la compagnie at large chez Douda qui m'appréciait, qui appréciait mon leadership. Mais puis c'était comme un rôle un peu maudit, là, le VP Product Marketing chez Douda. On n'avait jamais vraiment eu quelqu'un de hot là-dedans. Puis il y avait de l'espoir que je réussisse à le nailer, puis je l'ai pas fait. Fait qu'il était déçu un peu, mais il tenait plus à me garder tout court dans la compagnie pour des raisons évidentes de genre, ben, garder mon équipe de Québec motivée, ils veulent pas perdre du monde de Québec, etc. Puis juste à être smart avec moi, I guess. Fait que oui, ils ont été déçus, mais ils l'ont fait avec classe puis avec grâce. Puis l'affaire qui est arrivée, c'est que dude, quand je suis arrivé contributeur individuel, là, man, j'avais des boss par-dessus moi, à droite puis à gauche, j'avais des comptes à rendre, je faisais des tâches pour lesquelles j'étais plus rendu à embaucher des gens pour faire ces tâches-là, puis ma motivation, elle, genre, plumette. Elle a vraiment descendu, puis c'est là que j'ai fait, genre, OK, je pense qu'avant de devenir cynique ou négatif dans mon équipe et dans l'organisation, je vais juste punch out. Je m'en vais. OK. Puis, t'avais-tu un plan de qu'est-ce que t'allais faire après, ou t'as juste fait comme, bon, ben, voici mon 2 semaines, puis je sais pas, je m'en vais où? C'était un peu YOLO, parce que l'idée de ça se passe mijotait depuis, mettons, 3-4 mois avant que je donne ma démission. Puis j'avais un 45 jours d'avis, là, fait qu'il fallait que je reste 1 mois et demi. Fait que l'idée de ça se passe mijotait, mais tu sais, dans ma tête, c'était un side project. C'était pas nécessairement une compagnie à part entière. Fait que ça, puis À la sinon- base, c'était juste un podcast, si je me trompe pas. Ouais, à la base, c'était genre... Non, man. À la base, c'était un jeu de mots, man. J'étais là... Ça se passe, tu pourrais l'écrire S-A-A-S, ça se passe. Ah, c'est nice, ça. Genre, Ok, c'était c'est juste juste ça ça. au début dans ma tête. Puis j'étais comme, ah, il y a sûrement de quoi à faire autour de ça. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, man, pour le meilleur, non, pour le pire, j'ai souvent eu besoin de validation externe. Que les gens me disent que je suis beau, je suis bon, puis je suis fort, mettons. On rentrera pas dans la thérapie, mais c'est ça. Je me reconnais beaucoup dans Fait que, quand on a vendu Snip pour plusieurs millions de dollars, on a vendu ça dans les 8 chiffres. Tu sais, en startup tech, dude, là, genre vendre ta compagnie, là, c'est comme un gros achievement. Là. Ouais. Ça te donne de la street cred, là, de la crédibilité de rue. Euh, fait que tu sais, j'étais tellement fier, j'avais tellement le goût de diffuser un peu ce succès-là autour de moi dans ma communauté tech et entrepreneur, mais en général, tu sais. juste par besoin de reconnaissance. Oui, man, tous les fucking profs qui pensaient que j'allais finir, je sais pas, man, en rue ou en prison, ou toutes les filles et les gars qui trouvaient que j'étais fuck all, pas assez équilibré, whatever, quand j'étais jeune, j'étais comme, man, fuck, I made it, genre, checkez-moi, tu sais. Fait que, puis, il y avait un autre pan de moi qui voulait juste être transparent puis partager c'est quoi un processus de vente et d'acquisition d'une startup tech, comment ça marche, qu'est-ce qui est tough, qu'est-ce qui est le fun, quoi checker. Fait que j'avais ces deux forces motivatrices-là qui ont fait que j'ai écrit une série d'articles de blog sur vente Snipcart, j'ai fait produire une BD pour ces articles de blog-là, j'ai été sur des podcasts franco puis anglo, j'en ai parlé à un paquet de fondateurs et entrepreneurs quand on allait manger au resto puis tout ça. Fait que ça a comme créé un effet inbound de fondateurs qui venaient vers moi, soit pour me dire « Hey, cool histoire, il m'est arrivé de quoi de similaire, partageons. Hey, je m'embarque dans un processus de vente, peux-tu m'aider? » Puis avec toutes ces discussions-là qui se multipliaient avec des entrepreneurs, j'ai comme fait « Shit, il y a bien plus de SaaS au Québec que je pensais. Puis il y a bien plus d'histoires cool puis de potentiel que je pensais au Québec. Puis ces discussions-là, dans la proximité de
juste du français des fois, genre. Parce qu'on consomme beaucoup le contenu de SaaS puis Startup Tech en anglais, souvent. Ouais. J'étais comme, je les aime vraiment puis ils me motivent. Fait que pourquoi pas créer le genre de podcast que j'aurais voulu écouter quand moi, je grandissais dans ma carrière, puis parler avec le genre de monde qui m'intéresse puis qui me font triper, avec qui je peux geeker sur du SaaS. Mais tu disais qu'avec Snipcart, vous aviez créé le produit que vous auriez aimé avoir en tant que tech puis que dev. Puis c'est un peu ça que tu as refait avec Ça se passe. Ouais, j'ai dog-foodé. Ouais, encore. Régler ton problème, ouais. Ben, c'est parce que moi, j'étais un gars quand même. J'ai pas une énorme tolérance au risque, mettons. Fait que, genre, quand je connais bien un problème, parce que moi, je l'ai vécu puis senti, puis je connais d'autres mondes qui l'ont vécu puis senti, ça augmente mon niveau de confiance dans lancer quelque chose, puis faire un projet, créer une solution pour ça. Fait que ça, puis j'étais comme aussi... J'ai quand même fait du cash. Fait que, tu sais, j'ai un bon coussin. Genre, je peux fucker around puis genre me planter pendant une couple d'années, là, tu sais. Tu peux prendre ce risque-là parce que c'est pas tant un risque que ça. Exactement. T'as ce qu'il faut pour t'amortir. Exactement. Puis avec le réseau que j'ai, les wins que j'ai eus, c'était rationnel de dire « Ah, mon parachute là, pour atterrir si je chute, c'est une hostie de bonne job dans un autre SaaS ou devenir partner ou late co-founder d'un SaaS qui commence. » Tu sais, je serais pas dans la merde si je me fourrais. Fait que ça m'a vraiment donné la motivation de prendre un peu plus de risques puis d'essayer de quoi. Puis j'avais toujours voulu faire un podcast. Genre, j'en écoute, j'en consomme depuis 10 ans plus, man. Ça m'a aidé, ça m'a inspiré. Puis j'étais comme, Chris, je suis quand même pas pire orateur, narrateur. J'aime ça les histoires, j'aime ça parler avec du monde. Fait que t'es un très bon raconteur hein, aussi. J'essaye, ouais, man. J'essaye. Puis ça me passionne de faire ça. Fait que j'étais comme, je vais le faire. Fuck it. Puis là, en fait, c'est pour ça que j'ai starté Ça se passe. Mais au début, comme tu dis, dans ma tête, c'était juste un podcast puis un side project. Mais je voyais mon cash descendre, tu sais. Tranquillement, parce que là, t'as plus d'emploi, genre. T'as plus de paye. Fait que, puis tu sais, une des plus grandes fiertés que j'ai, c'est d'aider ma mère avec sa retraite. Dès qu'on a vendu Snipcart, tu sais, il y a une partie du cash que chaque mois, tu sais, j'ai aidé ma mère, puis tout ça, puis je voulais continuer de faire ça. Fait que j'avais mon burn rate personnel, j'avais acheté une maison, acheté un auto, je voyageais avec ma blonde, et ma mère, puis là, j'étais comme... Puis là, je commençais à dépenser plus dans Ça se passe, pour avoir des contractants qui m'aidaient à droite et à gauche, puis j'étais comme, ouais, man, ça commence à descendre, fait que faudrait au moins que je m'arrange que ça descende un petit peu moins, genre, pour te faire plus longtemps. Ça dérange pas si ça descend, mais faut que ça chute. Faut pas que ce soit chute libre. Fait que je me suis dit, Chris, man, je suis smart, j'ai une fibre entrepreneuriale, je vais être capable de monétiser ça probablement. Fait que c'est là que j'ai comme plus commencé à penser à Ça se passe comme une compagnie de médias, puis contenu, puis communauté, puis pas juste un side project. Là, on tourne autour du pot depuis le début. C'est quoi maintenant? Aujourd'hui, Ça se passe en ce 26 juillet, date où on enregistre. Ouais. Ça se passe, c'est... OK, je vais te donner la mission, mettons. Oui. Fait que élever les SaaS du Québec. Ça, c'est pour qu'ils augmentent leur visibilité, augmentent leur capacité à embaucher, augmentent leurs chances de financement ou d'être couverts dans les médias. Fait que élever les SaaS du Québec pour booster l'écosystème, pour qu'on ait plus de victoires, plus d'inspiration, plus de monde qui prennent des risques, qu'on génère plus de capital à des sorties puis qu'on le réinjecte dans notre écosystème. Moi, man, ça m'a rendu heureux de travailler en SaaS. C'est vraiment des jobs flexibles, tu travailles avec du monde cool, tu as des conditions de feu, t'es tout le temps un peu sur tes orteils dans la mesure où t'es comme... Il y a des nouveaux changements, des nouveaux outils qui sortent, des nouvelles manières de marketer. Je crois foncièrement que ça peut être des carrières vraiment enrichissantes pour le monde. Fait que je veux qu'il y ait plus de SaaS pour qu'il y ait plus de jobs en SaaS, mettons. Okay. Sinon, ben, je veux augmenter le pool de talent. Fait que augmenter la quantité de monde, de professionnels qui s'épanouissent en SaaS au Québec. Puis finalement, je veux que la communauté soit plus tight puis ait une meilleure qualité, une meilleure densité de la communauté. Fait que c'est comme ça la mission de Ça se passe. Le podcast, c'est un des piliers pour atteindre cette mission-là. C'est un pod hebdomadaire, c'est des interviews avec des fondateurs ou des employés clients SaaS. Puis on va creux, puis on parle longtemps. Genre, puis c'est vraiment, encore une fois, du contenu que moi, j'aurais voulu consommer. Après ça, on a une plateforme web. On répertorie tous les SaaS du Québec. On a un répertoire de partenaires certifiés que moi, je vette, qui peuvent pour vrai aider des SaaS. Après ça, on a un job... Le but des SaaS certifiés, c'est que eux deviennent... pas des SaaS certifiés, c'est des partenaires certifiés. OK, ce qui veut dire, donc, c'est des entreprises qui vont pouvoir aider exact. les fait que les toi, SaaS. mettons, t'as un SaaS,
Puis, t'as dealé avec des comptables qui sont un petit peu plus vieillots, un petit peu plus bas-bruns, qui comprennent pas nécessairement la tech, qui comprennent pas le modèle d'affaires récurrent, tout ça. Ben, moi, mettons, le chiffre, c'est un partenaire certifié, ça se passe. Eux, c'est des comptables de feu qui cachent finance, fiscalité, tech. Puis, ils ont travaillé avec d'autres SaaS, puis ils ont fait leurs preuves. Fait que moi, je fais comme, OK, moi, je te certifie, je te valide, je parle à du monde avec qui tu as travaillé, etc., etc. Après ça, toi, tu me payes pour avoir de la visibilité puis du contenu custom toute l'année. Puis moi, ça va te créer des leads, je t'envoie des leads, puis c'est comme ça que tu fais ton retour sur investissement. C'est un exemple. Okay. Fait qu'on a un repo de partenaires comme ça. On a un job board. Fait que si tu veux une job ou embaucher, tu peux créer ça gratuitement là-dessus. Puis sinon, il y a un blog, une coupe de cassons, mettons, sur le site web. Puis après ça, on a des événements en présentiel. Ouais. Où est-ce qu'on enregistre souvent un podcast live. Fait que c'est comme un mix de networking, de monde crinqué autour de la tech, des startups. Puis ça désamorce un peu le fucking awkwardness d'un 5 à 7, man. Tu comprends? Genre, que t'arrives pis t'es comme, je connais pas trop. Surtout si c'est tous des devs, là, je veux pas être péjoratif, mais il y a une espèce de préjugé du le programmeur qui est pas mal. C'est drôle parce qu'on en parlait dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant avec Will Gagné, qui est aussi un ancien programmeur. Oui, c'est vrai. Il y a ce préjugé-là du programmeur qui est très focus sur son ordi et pas beaucoup sur le monde autour de lui. Ouais. Fait que j'imagine dans des réseautages, il faut avoir un petit quelque chose pour pas les motiver, mais les... Mais tu sais, dude, environ 30% de l'audience de ça se passe sur les programmeurs ou du monde technique. Fait que t'as aussi des marketeurs, des vendeurs, des gens de RH, des gens de support à la clientèle, succès client, des gens de finance, du légal. Tu sais, c'est vraiment riche comme audience. Fait que c'est pas juste des programmeurs qui sortent de leur cave une fois par 2-3 mois. Puis je te dirais que le stéréotype du programmeur est encore vrai, mais de moins en moins. Il y a quand même de l'extraversion chez certains programmeurs, ça dépend. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec un podcast live, ça donne quand même un sujet commun à tout le monde. Ouais. Fait que tu sais, t'es jamais genre, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? T'sais. Oui, of course, il va en avoir un peu, mais puis tu sais, moi, je suis très chaleureux, je suis très humoristique, je suis très friendly. Quand je vois du monde tout seul, j'essaie de leur parler. Quand je vois du monde qui pourrait parler avec d'autres mondes, je les intro vite. Tu sais, j'aime me dire que c'est le genre d'événement qui me rendrait moins anxieux. Mais pour moi, d'autres, c'est méga facile parce que c'est moi l'espèce de centre de tout ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas à vivre l'awkwardness. Le monde veut me parler. Je suis comme, fuck yeah, ouais. Tu fais juste te pointer sur le plancher puis tout le monde te saute dessus, essentiellement. De façon plus... Mettons caricaturale, fait que c'est ça, les événements. Puis finalement, juste pour finir, ça se passe, c'est aussi des retraites privées pour fondateurs SaaS. Fait qu'on amène une gang de fondateurs dans un chalet pendant une fin de semaine. On crunch sur des sujets difficiles, des enjeux challengeants. On pogne du feedback d'experts ou du feedback des autres entrepreneurs. C'est une compagnie, c'est une vraie compagnie. Oui, c'est ça, c'est vraiment une compagnie à part entière. Allez me voir sur Revenu Québec, mesdames et messieurs. Dis ça parce que pendant un bout, vous étiez pas sur Revenu Québec. Vous on n'était pas. Je me suis enregistré en janvier, mettons. Okay. Fait que genre, les 6 premiers mois, c'était Frank, travailleur autonome, qui envoyait des factures, ça se passe, mettons. OK, je comprends. Mais on n'en parlera pas plus pour pas appeler Revenu Québec. Non, mais tout est legit. Tout est legit. Je voulais dire le registraire d'entreprise, je voulais pas dire Revenu Québec, je m'excuse. C'est correct, on avait compris. Là, on sait c'est quoi ça se passe maintenant. Ça va être quoi ça se passe dans 5 ans? Parce que ça reste c'est un domaine qui ça bouge beaucoup, très rapidement. Yes, sir. Est-ce que ça se passe va encore exister dans 5 ans? Ouais, je suis pas mal sûr. Ça va ressembler à quoi? Dans le fond, le play, mettons, un petit peu plus stratégique puis haut niveau avec ça se passe, c'est de créer une audience et une communauté. Puis, tu le sais, la valeur d'une audience, c'est super élevé aujourd'hui dans notre monde. C'est rendu plus tough développer un produit. Fait que c'est rendu plus facile créer un produit numérique, créer une application web, un site web, whatever, que de le commercialiser. Parce que l'accès à la technologie, surtout via l'intelligence artificielle, puis toutes les bootcamps, puis les instructions sur comment apprendre à coder, se démocratise beaucoup. C'est vraiment facile de shipper. C'est plus facile de shipper du code. Mais de l'autre côté, les canaux de distribution où ce que tu peux vendre ce produit-là, eux, ils s'engorgent de bruit, right? Ouais. LinkedIn, les algos, TikTok, YouTube. Il y a de plus en plus de monde qui crée des affaires et qui parle fort là-dedans. Fait que pour toi, réussir à atteindre ta cible, la pub, ça coûte de plus en plus cher. Si tu as une audience qui te suit déjà, qui est déjà abonnée à ton infolette,
qui te suit genre loyalement sur, mettons, un LinkedIn de ce monde ou whatever, ben après, si tu as de quoi d'autre à vendre, un produit, un service, c'est vraiment plus facile. Parce que tu as déjà une relation de confiance, tu les as déjà aidés avec du contenu pendant des années, à la limite. Fait qu'avec ça se passe, c'est un peu ça le play aussi pour moi. Fait que mes idées à moyen terme, que ce soit investir dans des SaaS, que ce soit créer un fonds d'investissement qui est aussi un accélérateur à SaaS, ça c'est une de mes belles idées, que ce soit on a une petite agence de marketing sur le site, tu sais. Il y a acheter un SaaS, tout ça va être vraiment plus facile parce que j'ai une audience. Fait que ça va être plus facile à plein de niveaux. Là. Je ne sais pas à quel point on rentre dans les détails, mais grosso modo, dans 5 ans, hopefully, ça se passe, le produit multimédia, mettons, puis la communauté continue de rouler. Mais puis tu sais, la compagnie est un petit peu plus sophistiquée. Là. On a eu notre premier employé, Joël, bonjour. Puis je suis vraiment fier et content de ça. Mais dans, mettons, 5 ans, François va peut-être être encore la face du podcast, mais toutes les ups puis la vente dans sa space pourrait être faite par d'autres gens. Puis moi, je pourrais me concentrer sur aider des founders, mettons, avec de l'investissement, avec du cash, puis en les mettant en réseau puis en relation avec d'autres gens vraiment, vraiment sharp. Ou peut-être racheter un SaaS puis l'opérer pendant un bout, ou je suis pas sûr que je suis game de faire ça, mais m'en starter un from scratch. C'est ça, je m'en allais dire. Il me semble que ça serait hot que ça se passe à un SaaS. Ouais, ben, exact. Je sais pas où je vais aller dans tout ça. Mais chose certaine, avoir une audience, c'est un safe bet. Puis une audience qui est une compagnie privée, profitable déjà, ça fait que ton coût d'acquisition pour l'autre chose que tu veux vendre après, c'est quasiment négatif. Là, fait que c'est vraiment un cool asset. Mais au-delà de ça, man, j'aime ça. Genre, je trippe là-dessus. Fait que je veux continuer. Puis l'affaire aussi, c'est qu'en faisant ça se passe, je développe de plus en plus d'amour pour le média tout court, genre. Fait que je suis comme Chris, on fait-tu d'autres shows, genre? On fait-tu un show sur les haies, tu sais? On a-tu une compagnie de production multimédia un jour, tu sais? On freestylait là-dessus offline. Fait que ça se passe va encore exister, mais qu'est-ce que Frank va faire par-dessus ça après? Un petit peu up in the air, là. J'ai comme brainstormé live, I guess. Là. Ben ouais, ben on en parlait justement en plus avant de commencer l'enregistrement, mais t'as l'air du genre de gars qui a tout plein d'idées sur le back burner, en arrière, dans le fond de ta tête, t'as plein d'idées, puis tu fais juste attendre la bonne opportunité pour... Ouais. Puis les bonnes personnes, d'autres. Je me suis chié là-dessus, là. Puis je peux pas... Si je peux donner un conseil au monde qui écoute, c'est genre... Tu sais, moi, mettons, je m'excite facilement, je suis crissement émotif. Fait que quand j'ai des amis avec qui je peux faire un projet entrepreneurial, je suis comme, oh, let's fucking go. Mais c'est pas parce que tu as une amitié puis une relation d'amitié, mettons, que tu vas être des bons partners, des bons co-founders ou whatever. Fait que pour gérer... Si tu as plus qu'un projet entrepreneurial, pour gérer ton énergie, du moins la mienne, il me faut des cofondateurs de feu, tu sais. Fait que c'est pas juste la bonne opportunité ou le bon timing, c'est aussi les bonnes personnes qui rentrent dans ta vie au bon moment. On va passer maintenant à la portion de l'entrevue où on parle un peu plus des passions plus personnelles. Et, ce que j'aime présenter comme étant les passions personnelles, mais surtout ce qui permet de décrocher, de relaxer un peu. Puis quand, en pré-entrevue, tu m'as parlé d'écriture, d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, depuis le début, c'est assez obvious, là, c'est assez facile de voir que c'est quelque chose qui te passionne. Et d'humour. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un point central qui relie ces trois-là? Ouais. Merci pour le lay-up. Ça fait plaisir. Le point central qui relie toutes ces choses-là, c'est les histoires. C'est le storytelling, c'est la narration. Dans l'entrepreneuriat, c'est tout le temps, il y avait un statu quo X et des gens Y vivaient un problème Z. Maintenant, la personne A est arrivée, a réglé ça, et le monde de ces gens-là n'est plus le même qu'il était avant, right? Fait que tu sais, t'as une trame narrative, basically, dans tout. Dans l'humour, c'est genre... Fait que l'autre jour, j'étais au dépanneur, puis là, le gars, il arrive, puis il m'accroche. Puis là, après, j'ai tellement pas de joke pour finir ça. C'est pas grave. On se l'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que là, je sais pas, man, j'ai baissé mes culottes, puis il est parti à la course, puis j'ai réussi à passer en avant de lui. Wow, c'est la pire histoire de toute ma vie. Pire joke, mais c'est pas grave. Mais bon, on comprend le principe. Tu comprends qu'il y a une histoire à travers tout ça, puis le dernier, c'est on a dit l'entrepreneuriat, on a dit le mot, puis l'écriture. Moi, pour faire du sens des choses difficiles qui me sont arrivées dans ma vie, pour défouler, exprimer des choses difficiles, des sentiments, des émotions difficiles que j'avais en moi, j'ai souvent utilisé l'écriture comme outlet, comme exutoire. Mais pour commercialiser des choses, pour vendre des idées, vendre des produits, j'ai aussi utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écriture. Puis dans l'écriture, c'est une des manières, I guess, les plus old school, les plus genre anciennes de raconter des histoires, tu sais. L'autre avant, c'est juste les histoires orales autour d'un feu. Puis les humains ont
on fait du sens du monde via des histoires, souvent. Avant qu'on ait la science d'expliquer, genre, qu'est-ce qui se passe avec un éclair, ben, on crée une histoire pour comprendre ça, que c'est un dieu quelconque qui était fâché ou je sais pas quoi. Fait que, tu sais, les histoires, c'est un mécanisme méga puissant pour motiver les gens à faire différentes choses, puis à la limite, amener des changements dans ta société, dans ta communauté, dans ton entreprise. Fait que je trippe sur les histoires. Pour compter des bonnes histoires, il faut que ça passe par le langage, qu'il soit écrit ou oral. Fait que je trippe un peu aussi sur le langage, mais je suis moins un nerd là, de linguistique ou quoi que ce soit. Fait que, ouais, je dirais ça de même. Parfait, mais te parler de linguistique rapidement, c'est aussi un autre truc que tu m'as dit dans l'après-entrevue. Tu m'as dit, je me souviens plus si je te cite exactement, que ta première réponse pour la passion. Pour la passion, c'était le langage, mais que tu t'es rappelé que ton cours de linguistique avait été vraiment plate. Fait que c'est pas mais cette passion-là, pourquoi t'avais le goût de répondre linguistique quand même? Ben, je vais t'expliquer, parce que la première fois qu'on m'a fait écouter genre de la musique, puis tu sais que c'est pas genre tes parents qui mettent de la musique dans le salon, c'était un dude, je pense qu'il était policier, man, puis je faisais du karaté, je suis ceinture de karaté, fun fact, quand j'étais vraiment ticu. Puis il m'a embarqué dans sa vanne, qui est la vanne de ses parents, pour me faire un lift. Puis il a dit genre, écoute ça, man. Puis j'avais genre 11 ans, puis c'était Dr. Dre, Still D.R.E. Oh my God, ok. J'étais là, oh my God, man. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert, mettons, le rap. Puis à travers le rap, ben dude, j'ai découvert la poésie, carrément, genre les rimes, les structures, un peu de jeu de mots, les assonances, l'allitération, tout ça. Fait que j'ai vraiment, vraiment trippé là-dessus. Puis moi, en plus, quand j'étais petit, je lisais là, des affaires de fantasy là, non-stop, là, puis de dragons, puis de chevaliers. J'écrivais des histoires là-dessus, déjà. Okay. Fait que, tu sais, on dirait que, genre, le langage, les mots qui vivaient à travers, que ce soit ma musique, que ce soit les histoires, les romans que je lisais, c'était tellement, tellement présent. Puis, je sais pas si c'est parce que j'en ai consommé autant que ça quand j'étais flow puis adolescent, mais ça venait facile pour moi. Genre, j'ai le verbe facile, mettons. Puis, je sais pas, je trouve que construire, mettons, des choses qui sonnent bien ou qui font une image forte, c'est vraiment malade. C'est comme un outil complètement débile. Puis, au final, c'est ça notre API, là, le langage. Là. Toi puis moi, si on n'a pas ça, tu comprends qu'on coopère pas, on travaille pas ensemble. Là. C'est quand même une finalité de discussion, une façon dev de le finir, de dire hey, on a discuté grâce à un API. Mais j'aime vraiment ça. Ça met parfaitement la boucle sur la discussion. Juste avant de terminer, je veux te poser des questions que je pose à tous mes invités. Okay. Avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Une personne décédée ou toujours en vie? Oh boy, man. Ça va être peut-être deep, mais j'ai perdu mon papa, moi, quand j'avais 11 ans et demi. Oh shit. Puis c'était un suicide, fait que ça a été super difficile pour moi et ma famille. Puis il y a tellement beaucoup de questions qui ont jamais été répondues. C'est un deuil qui s'est travaillé sur 2 décennies, tu sais. Fait que si je pouvais prendre un café avec mon père, là, je comprends. Puis dire « Hey man, what's up? » Puis genre, ou juste « Je te pardonne » ou genre « Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? » Ou juste « Raconte-moi ta vie avant ça. » J'ai même pas eu le temps de savoir tout t'étais qui, tu sais. Fait que je pense que je prendrais un café avec mon père, man. Puis ça serait... Je comprends absolument. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Ça me fait plaisir, mon vieux. Vraiment, ça me touche aussi parce que ça démontre que ce genre d'histoires-là sont un peu partout. Fait que merci de partager. On va faire un virage, un virage brusque pour mon autre question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ou pour aider Ça se passe? C'est une question que moi, j'entends pas souvent, mais j'ai commencé à entendre en réseautage. Puis que je trouve que c'est une belle question qu'on pose pas assez souvent. Comment on peut aider François Lantier-Nadeau et Ça se passe? Moi, vous n'avez pas besoin de m'aider. Moi, mais mettons, Ça se passe. Là, si vous voulez travailler en marketing, en vente, en ressources humaines, en finance, en programmation, en produits, en légal, sachez que l'industrie du SaaS existe court, puis est bourrée de carrières intéressantes. Puis si vous avez une fibre entrepreneuriale, puis vous voulez peut-être lancer une compagnie, sachez que c'est un des modèles d'affaires les plus hot ever qui a existé dans l'histoire des affaires. Fait que, allez scroller sur Spotify ou YouTube, checkez un titre qui vous affiche, écoutez un podcast. Ou bien venez à un des events, puis voyez si c'est pas une communauté puis une industrie qui pourrait vous intéresser. Puis si vous faites ça, ben moi, ça sera ma mission de Ça se passe. Fait que je suis good. Parfait.
tu m'as fait popper une question à laquelle j'avais pas pensé du tout, mais j'ai le goût de la poser. On voit beaucoup... Tu sais, le modèle de SaaS est beaucoup basé sur l'abonnement. Comme tu as dit tantôt, il faut que le paiement soit récurrent. Le modèle des SaaS, Ouais. pas de SaaS. Pas de SaaS, oui, Ouais. excuse-moi. C'est des mêlant avec SaaS. le petit jeu de mots. Mais on voit déjà tranquillement qu'il y a une espèce de vision tranquillement un peu négative du côté du consommateur de ce qui est paiement récurrent 100%. et abonnement. Ouais. Est-ce que tu vois qu'il y a peut-être une transition qui va être nécessaire dans le monde du SaaS contre ça ou pour contourner ça? C'est une fucking bonne question, mon gars, ça. Puis c'est une des choses auxquelles je réfléchis, puis je lis d'autres personnes là-dessus. Ce que je dirais, c'est software as a service, c'est que tu continues d'amener de la valeur, right? Si l'état de tes fonctionnalités, la qualité de l'expérience que tu offres reste statique et la même pendant plusieurs années, à la limite, ben là, le monde, à un moment donné, ils vont se dire, crime, oui, je paye cet abonnement récurrent-là, mais c'est comme si toi, tu n'investissais pas de ton côté puis tu n'améliores pas ton expérience, tu n'améliores pas ton produit. Fait que je pense que les SaaS qui vont continuer d'amener de la valeur, on appelle ça souvent quality of life, genre, fait améliorer des petits trucs ou des gros trucs, continuer d'évoluer leur plateforme, eux, ça va être moins rough pour eux, cette espèce de fatigue-là du consommateur au niveau de la subscription, puis il y a ça en business aussi, c'est pas juste le B2C, B2B aussi. Sinon, il y a d'autres modèles d'affaires qui commencent vraiment beaucoup à popper dans le monde SaaS qui sont pay-per-usage, mettons. Fait que tu vas avoir une dose de crédit, puis en fonction des ressources que tu consommes, les requêtes que tu fais, les screens que tu check, ben ces crédits-là se décrémentent, mettons. Puis, à un moment donné, si tu n'en as plus, tu peux repayer pour des badges de crédit. Ou juste des tout petits montants qui sont pay-per-usage, du genre, à chaque fois que tu fais une requête ou que tu fais un search ou que tu crées un profil ou je sais pas quoi, ben là, il y a un bill qui monte, puis à la fin du mois, tu le payes. Fait que tu sais, il y a différents modèles de monétisation qui vont peut-être apparaître. À voir. Ouais, OK, parfait. Merci beaucoup, François Lantier-Nadeau, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été aussi généreux dans cette discussion-là. Yes. Je suis vraiment, vraiment content que tu aies accepté et de t'avoir reçu. Je suis aux anges. Ça finit parfaitement ma semaine. Moi tout, mon gars. Merci. Pour l'invite. Peace. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace. Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momenteo. Essaye gratuitement sur momenteo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momenteo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode, je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, ben pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.